Bonjour à toutes et à tous, je viens vers vous aujourd'hui avec un nouveau concept sur cette chaîne, un truc qui, à ma connaissance, n'a pas encore été fait sur le YouTube francophone. Non, je pense pas. C'est-à-dire que je vais vous parler d'une exposition ou d'un musée que j'ai visité, et je vais vous dire en gros si ça vaut le coup de vous déplacer, si c'est intéressant, si les pièces exposées sont intéressantes à contempler, si c'est didactique, si c'est très bien muséographié, si c'est bien, quoi, si ça vaut le coup. Un peu comme si je vous parlais d'un film et que je vous disais, bah c'est bien, c'est pas bien. Voilà, c'est une critique, quoi. Il faut savoir que ces vidéos ne sont absolument pas écrites, du coup, c'est du live totalement, à part quelques notes que j'ai prises durant ma visite, mais donc si à plusieurs moments je fais des ou des bas ou je regarde ma fiche, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je ne maîtrise pas encore tout. Donc très récemment, j'ai visité l'exposition Jacques Chirac, sous-titrée Le dialogue des cultures, qui se tient du 21 juin au mois d'octobre, je ne sais plus précisément la date, enfin je vous la mettrai, qui se tient actuellement au musée du Quai Branly à Paris. Voilà, donc avant tout le musée du Quai Branly, qu'est-ce que c'est? Alors le musée du Quai Branly, c'est un musée qui fête cette année en 2016 ses 10 ans d'existence, et qui pour le coup s'est renommé le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors, dans un premier temps, on nous avait vendu ce musée comme le musée des arts primitifs ou des arts premiers, mais entre-temps, on s'est rendu compte que finalement c'était peut-être un petit peu insultant pour ces arts-là. Du coup, maintenant, on le vend comme le musée des arts non occidentaux, ce qui est un peu moins scandaleux, disons ça. Donc avant tout, effectivement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de donner le nom d'un président pas encore décédé à une institution telle que le musée du Quai Branly. Mais en plus, le fait de lui consacrer une exposition entière, et elle est assez conséquente cette exposition, il y a des trucs vraiment pas mal dedans, c'était quelque chose d'assez culotté de la part du musée du Quai Branly et qui témoigne vraiment d'une volonté de rendre hommage à cette grande figure de la vie politique française. Alors, j'avais beaucoup d'a priori en y allant, je m'attendais à quelque chose de beaucoup trop complaisant à l'égard du président, de l'ex-président, de beaucoup trop bienveillant, quelque chose qui passerait sous silence les aspects un peu trop polémiques de ses mandats. Je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé, mais il y avait quand même quelque chose de plus dans cette exposition qui ne m'a pas fait regretter le fait de l'avoir visité. Donc avant tout, pourquoi j'ai pas regretté? Pourquoi j'ai pas regretté? Déjà parce que c'était gratuit. Parce que c'est gratuit pour les 18-25 ans, je crois, pour les moins de 25 ans ressortissants de l'Union Européenne. Donc déjà c'est bien. Et même si vous n'avez pas moins de 25 ans, c'est quand même pas très cher, c'est 7 euros en tarif réduit et 9 euros en tarif plein, en sachant que ça vous donne accès à l'ensemble des collections permanentes du musée du Quai Branly, ce qui, à mon avis, vous prendra une bonne demi-journée à tout visiter, en plus de l'exposition. Et ça serait une très bonne visite. Donc franchement, du côté de tarif, ça va, vous allez vous y retrouver. L'exposition d'elle-même est assez grande en termes de superficie. Alors c'est sur une des deux mezzanines du musée du Quai Branly, pour ceux qui connaissent, la mezzanine ouest, je crois, oui. Une exposition en forme de U, enfin bref, c'est un parcours assez linéaire, mais bien garni. Enfin franchement, c'était bien garni. Et voilà, donc l'exposition se composait de 10 parties. Bon, que j'ai identifiées et qui suivent peu ou prou un certain cheminement. Donc une première partie qui va jusqu'à la... Enfin un premier temps qui va jusqu'à la partie 5 pour moi, et vraiment la partie là qui m'a le plus intéressé. Donc c'est par là qu'on commence, et c'est pas vraiment un portrait de Jacques Chirac ou de sa politique, c'est plutôt une espèce de mise en parallèle, enfin comment dire, une mise en perspective de la vie de Jacques Chirac, mêlée dans les évolutions culturelles, intellectuelles et artistiques du siècle précédent que Jacques Chirac a traversé, en sachant tout de même qu'il est né en 1932. Donc il n'a pas vu le début du siècle, enfin, même si on en parle quand même. Donc à chacune de ces 10 parties, on associe une ou plusieurs dates clés qui vont amener tout un discours et une réflexion sur
à la fois les politiques culturelles et l'état du regard européen et occidental sur le reste du monde, et en filigrane, en tout cas du moins dans la première moitié de l'exposition, et en filigrane la vie de Jacques Chirac. Donc par exemple, on ouvre sur l'année 1887, donc les années 1880, les débuts de la Troisième République. Et ce qui est intéressant, c'est que on met en parallèle le racialisme et le colonialisme outrancier et vraiment terrifiant de la Troisième République, des débuts de la Troisième République, avec la contrepartie, le contrepoids, qui sont les milieux intellectuels français plutôt de gauche, et tout ce qui est lié avec le corps enseignant, les instituteurs, les hussards noirs de la Troisième République. Hussards noirs de la Troisième République qui sont intimement liés à l'héritage de Jacques Chirac, puisque on nous dit que son père était lui-même issu d'une famille d'instituteurs corréziens. Donc voilà, une espèce on nous rapproche la vie de Jacques Chirac avec ce qui se passait un peu avant, donc c'est assez sympathique, ça nous apprend des choses. Et on apprend justement que le père de Jacques Chirac, donc Abel Chirac, a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il a été mobilisé en 17, je crois. Et on nous dit que là, il a été amené à côtoyer beaucoup de Français issus des colonies. On nous dit qu'il y avait quelque chose comme 150 000 Français issus des colonies qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et de là, il en aurait tiré une plus grande ouverture aux cultures du reste du monde. Et à côté, il y a plusieurs œuvres les premières œuvres qu'on nous montre sont assez intéressantes, puisque, encore une fois, elles montrent que les avant-gardes de cette époque, donc de la Troisième République, et même du XXe siècle en général, paradoxalement, dans un climat qui a été un climat de rejet vis-à-vis de l'étranger, paradoxalement, les avant-gardes commençaient à s'inspirer énormément de ce qui se faisait dans l'art africain. C'est-à-dire qu'on nous montre par exemple une sculpture du sculpteur italien Giacometti. Giacometti, c'est ça, oui. Giacometti avec une autre sculpture qui lui ressemble mais presque trait pour trait et qui est une sculpture de l'ethnie Fang, je crois, en Afrique. Donc une espèce de mise en rapport qui nous montre que finalement il y a des ponts totalement insoupçonnés entre ces deux cultures, et qu'on a commencé à faire que les artistes européens ont commencé à s'inspirer très tôt de ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Et c'est quelque chose, ça, ce fait de rapprocher, de montrer que vraiment que ça se ressent, quoi, que c'est quasiment les mêmes pièces, les mêmes œuvres d'art, les mêmes inspirations. C'est quelque chose que l'exposition va nous montrer pendant tout le parcours. Beaucoup, on nous rapprochera des trucs qui sont totalement éloignés géographiquement et qui pourtant se ressemblent totalement et qui sont, voilà. C'est une des récurrentes de cette exposition. Et qui témoigne du fameux dialogue des cultures. Donc on avance dans le temps et on s'enfonce un peu dans l'horreur, puisqu'en 1937 on arrive à la première exposition et la seule peut-être, je sais pas, la première exposition de l'art dégénéré qui s'est tenue à Berlin, dans l'Allemagne nazie bien sûr, en 1937. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que à chacune de ces dates clés, on nous montre des photos, ce qui est intéressant. Ce qui est sympathique, c'est que on nous montre à chacune de ces dates des photographies de Jacques Chirac enfant, de Jacques Chirac adolescent. Donc en 1937, on a une photo de Jacques Chirac à la plage enfant. Bon, bref. Là, c'est donc comme je disais, cette première moitié et le portrait de Jacques Chirac est beaucoup plus atténué, est beaucoup plus dilué dans une sorte d'inventaire du regard de l'Occident sur le reste du monde. Et ça, c'était plutôt pas mal. Ensuite, on arrive à une partie vraiment très intéressante qui s'appelle des livres phares, et qui est notamment focalisée sur les personnalités à la fois de Malraux, d'André Malraux, de Claude Lévi-Strauss et un peu de Mallory aussi. Et on nous montre que ces figures ont, pour la première fois, donc
milieu du XXe siècle, donc années 50-60, qui ont pour la première fois réussi à jeter des ponts entre les cultures, à établir une sorte de dialogue, le dialogue entre les cultures, et notamment Malraux avec son entreprise assez intéressante du musée imaginaire. Je vous invite à vous intéresser un peu à ce sujet, qui est quelque chose de très intéressant et qui a montré que les cultures pouvaient correspondre l'une entre autres, les unes entre les autres, plutôt que de créer des catégories et des disparités. On nous parle beaucoup de Lévi-Strauss, et donc, alors donc, il faut là encore Jacques Chirac en filigrane. Jacques Chirac qui a travaillé avec André Malraux quand il était à la Cour des comptes et que Malraux était ministre de la Culture. Lévi-Strauss qui a pas mal côtoyé Jacques Chirac et qui notamment était là à l'inauguration du Quai Branly en compagnie de Jacques Chirac en 2006. Donc on nous montre toute la bibliographie de Lévi-Strauss et de Malraux. Et en même temps, comme je le disais précédemment, on met en parallèle des œuvres d'art qui, bien qu'étant éloignées à la fois dans le temps et dans l'espace, mais de manière parfois radicale, il y a parfois plusieurs millénaires entre ces différentes formes d'art, et ben on nous montre que dans le fond ça revient, il y a des corrélations, quoi. Il y a des choses qui se ressemblent, que l'art est quelque chose d'universel et de très bien partagé à travers le monde. Voilà. Ensuite, quelque chose qui qui était vraiment pas mal, j'ai trouvé, je m'y attendais pas. On nous parle de la culture rurale et on nous dit que Jacques Chirac a toujours considéré que la ruralité et tout ce qui est art paysan, donc tout ce que vous voyez actuellement dans les écomusées, donc ces petits musées de campagne, parfois assez poussiéreux, où il y a des reconstitutions de la vie paysanne des siècles précédents, et ben tout ça finalement ça devient pour les Français et pour nos contemporains urbains quelque chose d'assez paradoxalement de très exotique, de presque aussi exotique que des sculptures africaines ou des masques asiatiques, quoi. Et ça c'était assez intéressant. Et Jacques Chirac a beaucoup œuvré pour ça. Il a ouvert sous son mandat, on a ouvert beaucoup d'écomusées en France et pour valoriser un peu ce patrimoine qui, mine de rien, est assez délaissé. Et c'est là qu'on arrive, alors là on est à peu près à la moitié de l'exposition, qu'on arrive à la partie vie et œuvre de Jacques Chirac, Jackie le Saint-Homme. En gros, alors comment il nous présente ça? Bon, c'est pas totalement inintéressant, mais disons que moi je trouve ça beaucoup trop complaisant à l'égard d'une personnalité qui n'est même pas encore disparue et qui, voilà. Donc alors on nous montre la naissance de la passion de Jacques Chirac pour les arts asiatiques, alors comment à l'adolescence il a découvert le musée Guimet, et alors là c'est l'occasion pour nous montrer des pièces qu'ils ont été chercher au musée Guimet, donc voilà, des masques indiens, des sculptures khmères, des choses comme ça. Comment la passion de Jacques Chirac est née pour l'Algérie quand il est parti s'engager dans la marine en Algérie, voilà, l'invase algérien. Et là, vraiment en plein milieu de l'exposition, boum, Picasso, le massacre de Corée, qui était là. Enfin, l'énorme tableau que j'avais jamais vu personnellement. Enfin, c'est un peu une honte, mais je l'avais jamais vu. Je le connaissais, mais je l'avais jamais vu. Qui était là pour nous dire que en 1952, Jacques Chirac a signé l'appel de Stockholm, l'appel pour la paix de Stockholm, et notamment qu'à ce moment-là, il a signé en même temps qu'un certain nombre de personnalités du monde intellectuel, et qu'il l'a signé avec Picasso. Du coup, on nous montre un Picasso sur la paix. Bon, bah c'est bien, c'est bien. Puis, ça fait plaisir, c'était bien. C'est un peu la vie et l'œuvre de Jacques Chirac, comme je dis, mais c'est bien. Ensuite, on arrive à un moment clé de son second mandat, qui est le refus catégorique de partir en Irak, à la guerre d'Irak, refus qui a beaucoup froissé les Américains et les Anglo-Saxons en général. Et là, c'était marrant puisque donc l'Irak c'est la Mésopotamie. Et là, on nous montre à côté du panneau donc, qui nous explique que Jacques Chirac a dit non à George Bush.
Et là, à côté, on nous montre une grosse statue d'un notable, sumérien, et la statue est décapitée, donc pour nous dire voilà que bah voilà, c'était la mort de la culture en Irak si on décidait comment dire, de suivre les Américains dans ce conflit absurde. C'était marrant. Bon, bref, encore une fois, c'est très, oui, Jacques Chirac, le pacifiste. Oui. Mais bon, c'était rigolo. Et ensuite, on a une espèce de petit renfoncement dans le musée du Quai Branly que je connaissais pas, qui est une toute petite salle dans laquelle ils ont mis tout ce qui est le rapport entre Jacques Chirac et la Corrèze. C'était rigolo. Donc Jacques Chirac, fier corrézien aux côtés de François Hollande. Et qu'est-ce qu'on nous montrait? On nous montrait des vestiges archéologiques, oui, ouais, bon, c'est bien, il a ouvert un musée archéologique en Corrèze, je crois. Bref. Voilà, l'action de Jacques Chirac en Corrèze. Et là, dans toute la dernière moitié, en fait, l'exposition, elle a une forme de U. Et là, on est arrivé au milieu du U. Et là, la seconde moitié du U, c'est ça. C'est Jacques Chirac qui était très proche de l'Extrême-Orient. Il avait beaucoup d'amis au Japon. Jacques Chirac était très proche, beaucoup œuvré pour l'amitié franco-chinoise. Du coup, alors à chaque fois, on nous montre une armure de samouraï, on nous montre tel vase chinois. C'est très beau, hein, franchement, c'est vraiment des très belles pièces qu'ils sont allés chercher un peu partout. Beaucoup au musée Guimet, qu'ils ont pas mal pillé. À l'Institut du monde arabe, oui, on nous parle aussi de l'Institut du monde arabe. Beaucoup de choses comme ça, assez intéressantes, enfin des très belles pièces, quoi, mais qui, pour autant, je trouve, sont moins intéressantes, moins, comment dire, pas moins intéressantes, mais moins mises en valeur que ce qui a été fait dans la première moitié de l'exposition. Ça reste mon avis, mais moi j'ai trouvé ça un peu limite, quoi. C'était vraiment le bouquet final de l'hommage à Jacques Chirac, alors que c'était une partie beaucoup plus effacée dans la première moitié de l'exposition. Oui, alors après, il y avait d'autres choses du genre Jacques Chirac avec le chef Raoni, Jacques Chirac en Israël, Jacques Chirac avec Nelson Mandela, Jacques Chirac avec Nicolas Hulot. Oui, oui, c'était bien. Enfin, il y avait des belles pièces, quoi, mais c'était voilà, c'était vraiment la biographie, quoi. Limite, la justification de la politique extérieure des mandats de Jacques Chirac sous forme muséale. C'était, ouais, voilà. Bon, voilà. On pensait à ce qu'on voudra, mais bon, voilà. Et là, on arrive à la fin de l'exposition, et la fin de l'exposition, c'est, comment dire, un hommage du Quai Branly au Quai Branly. C'est-à-dire, alors, c'est un rapide sommaire de la genèse et de la naissance du musée. Donc sa conception, la naissance du projet avec Jacques Carchach, le collectionneur d'art africain, et comment tout ça s'est un peu mêlé pour créer en 2006, fonder en 2006 cette institution qui, mine de rien, est assez reconnue même sur le plan international. Donc on nous montre des images de l'inauguration avec des hautes personnalités, donc Kofi Annan, comme je l'ai dit plus tôt, avec Lévi-Strauss, des choses comme ça. Oui, c'était bien, pourquoi pas, c'était un bel hommage du musée du Quai Branly à lui-même. C'était bien. Et pour le coup, ils ont remonté, vous connaissez sans doute l'emblème du Quai Branly, qui est cette petite figure féminine un peu comme ça, la potelée bien rigolote, toute rouge. Et bah, là, ils l'ont remonté, ils l'ont mis là à la fin pour montrer, bah voilà, c'est 10 ans de Quai Branly, les amis, c'est reparti. Oui. Voilà, bon, la conclusion était plus sympathique que ce qui précédait. Enfin, c'était plus, c'était plus sympa parce que voilà, c'était assez émouvant, mine de rien. 10 ans de Quai Branly. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Une chose, déjà, je suis pas sûr que ça soit vraiment très intéressant d'y emmener vos enfants, si vous en avez, ou vos petits frères, vos petites soeurs, vos cousins, vos nièces. Non, ça serait. Encore une fois, il y a des très belles pièces à voir, notamment un truc beaucoup de choses dont j'ai pas parlé, mais
une espèce de buste celte. Je mettrai la photo à côté qu'on voit partout. Une figure, une déité celte qui est vraiment une des très importantes dans l'art celte. C'est quelque chose qu'on nous montre très souvent qui était là. Je me dis, ah ouais, je savais pas que c'était là. Enfin, qui l'aurait prise. Et le Picasso, bien sûr, je m'y attendais pas non plus. Des pièces vraiment très belles. Après, il y en avait plein. Il y avait des trucs égyptiens aussi, des espèces de mini-stèles, il y avait quoi d'autre, beaucoup encore une fois de choses issues de l'art asiatique. Puisqu'on ne le rappellera jamais assez, Chirac était est toujours très proche de tout ce qui est Japon et Extrême-Orient. Donc voilà, des très belles pièces à voir. Après, je reprocherais plutôt la forme. La forme est impeccable de l'exposition. La forme est très didactique, suit un cheminement. C'est toujours très intéressant, toujours bien mis en scène, toujours très propre. Peut-être un peu sombre, mais ça a toujours été le problème du musée du Quai Branly. Pour moi, c'est toujours un peu sombre, je trouve. Mais pour moi, le problème, c'est plutôt en soi de faire une exposition. L'idée en soi qui me dérange toujours un peu de faire une exposition à Jacques Chirac, je trouve. C'est pas indécent, non. Mais c'est comment dire. Enfin, faut pas oublier que Jacques Chirac, c'est très bien tout ce qu'il nous dit, effectivement. La politique étrangère et culturelle, et sur ce plan-là, culturel de Jacques Chirac était assez riche et assez intéressante pour être mentionnée et faire l'objet d'une exposition telle que celle-ci. Pour autant, est-ce que ça doit nous faire oublier les nombreuses affaires Clearstream, les emplois fictifs de la mairie de Paris, les choses comme ça? Bon, ça n'a rien à voir, bien sûr, mais est-ce qu'on peut déjà faire quelque chose d'aussi complaisant à l'égard de la figure de Jacques Chirac? Je sais pas. Ça se discute. Mais le fait est que l'exposition était très intéressante. En elle-même. Voilà. Si vous avez fini très rapidement cette exposition, je pense que vous feriez le tour en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Descendez les escaliers de la mezzanine, traversez le musée, bon, regardez les collections permanentes si vous les avez jamais vues, et montez sur l'autre mezzanine, la mezzanine Est, où se tient encore jusque, je sais pas, mais ça se terminera bientôt, l'exposition, j'ai oublié son nom, l'exposition Ex Machina, un truc comme ça, Machina. Bref, sur le rapport entre l'homme, la machine et l'objet et l'esprit. Vraiment un truc de fou. Enfin, j'aurais bien aimé faire une vidéo là-dessus, mais bon, malheureusement, je m'y suis pris un peu tard et l'exposition sera bientôt terminée, donc je sais pas si ça vaut vraiment la peine de vous diriger là-bas. Mais si vous voyez cette vidéo et que vous avez les moyens d'aller sur Paris très rapidement, allez voir cette exposition, puisque c'est vraiment un truc de dingue. C'était très intéressant et très perché. Voilà, c'est vraiment quelque chose de digne du Quai Branly, quoi. Voilà. Sur ce, je vous remercie. J'espère que j'aurai été assez clair et que j'aurais pas été trop ennuyeux ou pas assez précis ou je sais pas. On verra ce que ça donne au montage. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Peut-être une critique, peut-être un mytho, peut-être un mytho, je sais pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup. Et abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, ouais, abonnez-vous. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. On peut toujours saluer le petit roi de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille, sûr que tu pourras devenir.